Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous ouvrons une page historique pour raconter un pan de l'histoire politique du Burkina Faso. Maurice Yaméro, Blaise Compaoré, un destin croisé, point d'interrogation, portant sur deux événements que 48 ans séparent, mais qui présentent de nombreuses similitudes. Son auteur, professeur Domba Jean-Marc Palme. Bonsoir. Bonsoir. Maurice Yaméro, Blaise Compaoré, un destin croisé, un destin que 48 ans séparent, que vous avez souhaité nous raconter sous forme d'études comparées. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut laisser les matériaux, non seulement à la classe politique, mais surtout à la jeunesse. Il faut qu'elle s'approprie son histoire pour éviter les différentes erreurs, pour éviter les fautes de leurs aînés, afin que le pays soit mieux géré. Parce qu'en réalité, comme on dit, c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. Professeur, aujourd'hui, comment vous pouvez peut-être analyser ce rapport que nous, contemporains, nous avons avec l'histoire? Contemporain burkinabé, cela s'entend. On a comme l'impression que nous avons un sens élevé avec l'histoire, surtout l'histoire politique, l'histoire qui se répète. Non, c'est face à, disons, à l'obstination, à l'arrogance, à l'impossible dialogue que le peuple en arrive à cette extrémité pour se libérer de certaines chaînes. Si on prend le cas de la révolte des Bouaba, pourrait-on discuter à l'époque? Parce que si on voit les raisons qui ont amené la révolte de la Volta Noire, c'est parce que les exactions ont été telles que, à un moment donné, les femmes même ont enlevé leur pain donné aux hommes en disant si vous êtes incapable d'assumer votre statut d'homme, donnez-nous vos pantalons, prenez nos pains. Vous voyez comment ça fouette. Et il faut se dire aussi que c'était la guerre, la Première Guerre mondiale, où les Français avaient besoin d'hommes et le recrutement se faisait de manière forcée, ainsi que les travaux forcés. Et on demandait trop aux gens. Les gens excédés se sont révoltés. Si on prend le cas de Maurice, je pense que de 60 à 66, regardez un peu comment Maurice est arrivé au pouvoir. Maurice est arrivé au pouvoir par un forcing. En 1959, à l'époque, c'était l'Assemblée qui élisait le président. Vous le dites dans le livre, il est arrivé au pouvoir par la ruse et la duperie. Par la ruse et la duplicité. Maurice est arrivé au pouvoir en 1959. Il a organisé des élections cyniques et iniques. Il avait 4 circonscriptions électorales. Les 2 étaient délimitées par la route qui traverse le pays. 3e, Ouaïouya, et 4e, Ouagadougou. Et de manière cynique, il a demandé à Gérard Kango et à Joseph Konombo d'inscrire sur sa liste, leur liste, des militants de RDA. Et c'était les 2 seules circonscriptions où il y avait le vote à la proportionnelle. Finalement, donc, le RDA a gagné 64 et le PRA 11. Mais les gars du RDA, qui étaient un peu stomaqués par ces mœurs politiques, ont décidé que Christophe Kalenzanga, qui était le président du RDA, soit le candidat à la présidentielle. Maurice, quand il a appris, il a usé de 2 manières. Premièrement, il a tenu ce langage-ci aux députés, enfin aux conseillers à l'époque. Vous savez que les vrais vainqueurs, ce sont nos adversaires de PRA et sont dehors. Avant que vous ne vous siégiez officiellement, je vais vous dissoudre et on repart aux élections. N'oubliez pas qu'il avait réussi à avoir les pleins pouvoirs. N'oubliez pas que j'ai toujours les pleins pouvoirs qui courent toujours. Alors, comme les députés, beaucoup n'étaient pas sûrs de revenir dans des conditions d'élection normales, se sont résignés à voter Maurice qui est resté président. Et en même temps, il a eu recours à des arguments qu'on peut dire régionalistes. Il allait voir la femme de voisin Koulibaly, Vénaman Djibril, ainsi que Salambéré, pour leur dire que, bon, vous savez bien que si, c'est pas moi, hein, c'est pas à moi que les gens en veulent. Ils veulent aux non-moussis. Ils estiment que les moussis de Koudougou, ce n'est pas des vrais moussis. Si vous laissez faire, Kalenzanga qui est de Kaya, ça veut dire qu'aucun non-moussi ne sera quelque chose dans ce pays. Et ils se sont chargés de transformer le point de vue donc des militants et des députés du RDA. Donc, vous voyez un peu. Bon, Blaise est arrivé au pouvoir, pas par la rue, mais par la violence.
Mais et il s'est maintenu par la ruse. il s'est maintenu et par la ruse et par la violence. Maurice n'a pas utilisé la violence tant que ça, mais il a utilisé surtout la ruse, mais la répression aussi. Parce qu'à un moment donné, lorsque Maurice sentait qu'en fait vous étiez un rival sérieux, tel que le cas de Maxime Ouédraogo, il a subi les conséquences. Et Blaise, non seulement il utilisait la carotte, mais également le bâton pour fouetter. Donc, il y a des similitudes dans l'arrivée au pouvoir un peu, mais aussi le maintien au pouvoir, et surtout, comment ils sont partis du pouvoir. Oui. Et donc, dans le livre, vous racontez le parcours politique et l'ascension au pouvoir de ces deux hommes. Maurice, qui était un ancien séminariste et qui n'a pas terminé et qui finalement a quitté le séminaire pour entrer dans la vie active. Blaise Compaoré, qui était un militaire et ensuite compagnon de Thomas Sankara, et avec tout ce qu'on connaît du 15 octobre pour arriver également au pouvoir. Mais d'abord, arrêtons-nous sur Maurice, où il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et pour vous, le parcours politique de Maurice Yamégo n'est pas aussi si extraordinaire que ça? Extraordinaire, non. Ce qu'on peut résumer, c'est que Maurice, en fait, disons, par la ruse, il a su profiter des situations qui se présentaient à lui. Par exemple, Maurice a profité des situations telles quand il est revenu de la Côte d'Ivoire, au moment où la partie de la Haute-Volta était rattachée à la Côte d'Ivoire, il était au Conseil général de la Côte d'Ivoire en tant que conseiller, on dirait aujourd'hui député. Mais quand on est revenu aux directions qui suivaient, Maurice, il hésitait avec qui se mettre. Finalement, il penchait un peu vers le PDV-RDA qui venait d'être créé en 1947 et qui était le parti de son ami Philippe Zenda Kaboré. Malheureusement, Philippe Zenda Kaboré est mort très jeune. Très jeune, oui. Maurice ne savait pas où aller. Il a présenté une liste, disons, indépendante. Ça n'a pas marché. Ça a été le cas également en 1951, ça n'a pas marché. Et finalement, le gouverneur de la région, de la Haute-Volta, qui soupçonnait Maurice d'être avec le RDA, parce que le RDA était extrêmement combattu, a été affecté dans le nord. Mais compte tenu de son entre-gens, il n'a pas duré, il est revenu. Il est revenu et il s'est remis avec l'Union voltaïque pour pouvoir se présenter. Et lorsque, en 1956, a eu la loi cadre, elle a vu la tendance. Parce qu'en temps, l'Union voltaïque a connu une scission du MPA de Nazé Bouné en 1954 et le reste a constitué le PCMA, Parti social d'éducation des masses africaines de Joseph Konombo. Il est resté avec Joseph Konombo. Le PCMA, en temps, a fusionné avec le RDA pour donner le PDU, le Parti démocratique unifié, mais qui n'était pas de manière, disons, formelle, section de RDA. Ce n'est qu'en 1957, au cours d'un séminaire, des journées d'études à Bobo Djilasso, que Voisin Coulibaly va transformer ces journées d'études en congrès extraordinaire, ce qui va amener le clash entre lui et Konombo, qui va quitter. De passage en force. En force. Parce qu'il y avait le troisième congrès de RDA à Bamako qui s'y profilait à l'horizon. Voisin était secrétaire politique, il ne pouvait pas être absent. Or, pour y aller, il fallait qu'il ait une section de RDA. Et c'est pour ça qu'il a fait ce passage en force. Konombo a quitté, a reconstitué son PCMA. Bon. Maurice, aux élections, il a tout fait au niveau du PDU. Les tenants du PDU de Koudougou ont dit non, tu ne seras pas sur la liste. Et c'est là où il a basculé du côté du MDV qui était en gestation avec Gérard Kangoué d'Orange. Elle a constitué une liste de 6 personnes dont certaines n'avaient jamais mis les pieds à Koudougou. On nous a même rapporté qu'il a eu maille à partir avec son frère qui pouvait être un allié, Guissou, en son temps. Mais bien sûr, Henri Guissou a dit que pas celui-là. Il ne sera pas sur la liste malgré l'intervention de Houphouët-Boigny sous l'instigation de Gérard. Guissou a dit non. Et c'est là où il a constitué donc sa liste, Denis Yamégo, avec Denis Yamégo et un certain nombre de personnes
Denis Yamigo qui était son cousin. Son cousin, dont deux, Nader Atier, qui était un haïtien, qui était à Ouaguia, et Raoul Gabriel Traoré, qui n'était pas de Koudougou, qui était de Ouaguia. Oui. Et il y avait un autre, Basimo, qui était de Koudougou, mais qui travaillait au camp militaire. Donc, ces gens ne connaissaient, personne ne les connaissait à Koudougou. Curieusement, ils ont pu avoir donc les 6 députés, les 6 conseillers. Oui. Ça pose des questions quand même. Ça pose beaucoup de questions. Et il en est également de même pour Blaise Compaoré qui a organisé l'assassinat, si on peut le dire, de Thomas Sankara, même si aujourd'hui des choses sont dites. Et il a accédé au pouvoir, vous l'avez dit, par la violence, et il s'est maintenu par la duplicité, mais aussi par la violence, parce qu'on l'a vu au lendemain de son accession au pouvoir, il a éteint toute velléité d'opposition. Absolument. Vous savez, Blaise, il a une formation de commando, donc très psychologue. Et en plus, il a une culture mouaga. C'est ce qui lui a permis donc de venir à bout de pas mal de ses opposants. Il a utilisé le bâton et la carotte. Et la peur a souvent pris le dessus. Bien avant, il avait milité pour le CNR. Ensuite, il était avec Thomas Sankara dans le groupe des militaires. Oui, le ROC. Le ROC, voilà. Et donc, sa formation politique... sa formation politique aussi. Et puis, c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent, tout comme Maurice. Hein. Donc, ils ont su utiliser leur intelligence pour non seulement conquérir le pouvoir, mais y demeurer. Mais en ce qui concerne les rapports Thomas-Blaise, moi, aujourd'hui, je crois que soyons un peu de réserve. Parce que si on voit comment les relations entre les deux ont évolué, j'espère que le procès va vraiment nous situer sur le pourquoi et le comment de ce qui est arrivé le 15 octobre. C'est ce que je Donc on attend la lumière. Il faut la lumière. Parce que quand Blaise dit, c'était lui ou nous, donc la légitime défense. Les Sangarés disent, c'est en fait la duplicité, le goût du pouvoir, etc., qui a raison dans tout ça. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements aussi qui ont précédé. Il y a eu la mort du commandant Savadogo, inexpliquée. Il y a eu un ensemble d'attitudes, de déclarations, par exemple, de Thomas qu'on ne comprenait pas. Par exemple, je ne serai pas le deuxième Maria Ngouabi de l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi il déclarait ça? Quel était réellement le rapport? Moi, je pense que ça demande à éclaircir. Dans votre livre également, Maurice Yamigo, Blaise Compaoré, un destin croisé, vous revenez un peu sur la gouvernance des deux hommes. Vous estimez que il y a des similitudes dans la façon de gérer le pouvoir de Maurice Yamigo et de Blaise Compaoré. On avait la présence de la famille. Et je crois que la famille a joué un très grand rôle. Hein. Si vous avez lu le livre, à un moment donné, pour la majorité des Burkinabés, le malheur de Blaise, c'est son petit frère et sa belle-sœur. Sa belle-mère. Sa belle-mère, pardon. Oui. Bon, c'est toi et ses frasques. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait ce ressentiment. Ils commettaient aussi beaucoup d'erreurs, les deux. Ce qui fait que ça énervait, ça révoltait les gens. Là, il y a le même de Denis Yamigo, qui était un homme peut-être très serviable, gentil, mais qui était extrêmement maladroit. Et lui arrivait de sortir de ces phrases qu'on ne peut pas répéter sur un plateau, qui énervaient les gens. Lorsque, par exemple, les syndicalistes ont demandé pourquoi la coupure de 20%, sa réponse est scandaleuse. Et ça a radicalisé les syndicalistes. De même, l'attitude de François face à certaines situations, surtout qu'à un moment donné, Blaise envoyait tout le monde chez François. Il était devenu le passage obligé. C'était pas fait pour plaire à tout le monde. Hein. Et, bon, surtout que, à mon avis, hein, c'était pas un très fin politique. Donc, un ensemble d'erreurs ont pu mettre en danger le régime. Et finalement, ce qui devait arriva pour les deux.
Ce qui devait arriver arriva. Ils ne se sont pas rendus compte de la lame de fond qui montait, persuadés qu'ils avaient volé de succès en succès. Donc en fait, ça encore, bon, ils allaient surmonter. Si on prend par exemple les événements, Blaise n'a pas pu venir que depuis 2011, avec les mutineries, les différents mouvements qu'il y a eu, c'était une lame de fond qui venait. Il a pensé que comme une fois, les Burkinabés vont sortir, crier, et puis bon, rentrer sagement et se ranger. Et dans le même temps, vous avez les courtisans qui lui sérinaient à l'oreille, il n'y a rien à l'horizon, c'est maïs. Surtout quand certains, comme je l'ai dit, ont fait dans la démesure. Blaise, c'est Dieu, son premier ministre est Jésus-Christ. Ou quand d'autres de ces courtisans disaient qu'on se plaint de la durée de Blaise au pouvoir, et Dieu qui est éternel. Quand un homme est habitué à ça, on lui sérine ça, finalement... La comparaison est excessive. Et elle est excessive. Elle est excessive. C'est la démesure. Il finit par perdre toute raison. Et Maurice également. Maurice également, vous parlez de son mariage. Mais vous parlez également de l'influence de son neveu, Denis Améogo. Non, son cousin. Son cousin, son grand frère. Oui. Et finalement, il ne voulait pas entendre raison. Non, Maurice ne voulait pas entendre raison. Il estimait qu'il dominait la haute volta, comme il a dit à Maurice, au fait, qui s'en était inquiété. En lui disant, bon, je connais bien ton pays, tu as des problèmes. C'est une question d'argent, je vais te passer de l'argent. Quand tu pourras, tu vas rembourser. Maurice a dit non, on ne peut pas passer le temps à tendre la main pour résoudre nos problèmes. Il va falloir qu'à un moment, nous-mêmes, on cherche les solutions. Que de toutes les façons, vieux, ne t'en fais pas. La haute volta, c'est ma natte. Je la plie et je la déplie quand je veux. Tellement sûr de lui. Maurice, mais au fond, il lui a dit cette fois-ci, non, Maurice. Tout comme les gens ont dit à Blaise, cette fois-ci, laisse tomber ton projet de révision parce que ce que tu penses, c'est pas ça, ça passera pas. Les deux étaient arrogants, entêtés, et ça les a emportés. Justement, est-ce que cet entêtement, pour ne pas parler de l'entêtement également, cet entêtement s'est confronté à l'entêtement de l'histoire? Oui, si vous voulez. Il n'avait pas tenu compte avec la volonté du peuple. Parce qu'en fait, il faut dire une chose, à un moment donné, et même se rendre compte qu'il ne pouvait plus imposer. Parce que ceux d'en bas n'en voulaient pas. La population ne voulait plus. Malheureusement, l'aveuglement les a amenés à foncer droit dans le mur en s'entêtant, estimant qu'ils avaient toujours le rapport de force, ce qui était faux. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, Domba Jean-Marc Palme, c'est que c'est une étude comparée. Ce n'est pas une compilation de faits où finalement vous essayez de vouloir analyser certaines choses. Mais c'est l'historien qui parle avec toute la rigueur scientifique de l'historien qu'on connaît, mais également avec un certain recul par rapport à l'histoire où, puisqu'on le sait, vous-même, vous avez été partie prenante du pouvoir de Blaise Compaoré, vous avez été ministre de Blaise Compaoré. Mais est-ce que cela n'a pas joué sur vos recherches et votre façon d'analyser? Non, je ne pense pas. Bon, c'est possible. Comme je dis, l'histoire n'est pas incolore, elle n'est pas inodore. Mais j'ai fait l'effort d'avoir du recul, de prendre la hauteur par rapport à ça. Parce que ce n'est pas un livre de vengeance. Ce n'est pas pour nuire à Blaise, non. C'est des matériaux à laisser à la jeunesse, comme je dis, pour qu'elle s'approprie l'histoire de son pays et qu'elle évite les erreurs qui ont été commises. Et ce qui est intéressant également, le rôle d'intellectuel que vous assumez ici nous permet de pouvoir analyser en fait, les faits qui nous sont présentés avec un certain recul, avec une certaine froideur. Et en même temps, aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, de reconstruction du Burkina, ça nous donne les matériaux. Oui, ça nous donne les matériaux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'histoire de notre pays qui peuvent nous permettre justement de recoudre le tissu social. Parce que qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, il faut nécessairement passer par là. On peut résumer un peu votre livre à ce que Winston Churchill disait, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Absolument. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. C'est pour ça que je dis souvent, ne soyons pas amnésiques.
Autre ouvrage également que vous venez nous présenter, Domba Jean-Marc Palme, le parti du regroupement africain PRA, la section voltaïque, de 1958 à 1980. Le livre, ici, il ne s'agit pas d'analyser des faits, mais vous nous rappelez un pan de l'histoire du Burkina entre 1958 et 1980, où il y a eu une sorte de bouillonnement politique dans la scène politique au Burkina qui a édifié plus d'un homme politique, et même l'historien que vous êtes. Non, mais je crois que c'était un devoir pour moi, parce que après avoir écrit le RDA, il était nécessaire, à mon sens, de faire aussi l'histoire du PRA pour mettre à la disposition des jeunes toujours des matériaux. Parce que PRA et RDA ont été les deux grands partis qui, sous la période coloniale, se sont affrontés. Exact. Et finalement, c'est le RDA qui l'a plus ou moins emporté. Mais le RDA était soupçonné en son temps d'avoir des relents communistes. Non, ça c'est bien avant. Ça c'est bien avant. À partir de 1950, à elle, ce qu'on a appelé le repli tactique, je crois que les velléités combattantes de RDA se sont plus ou moins émoussées. Mais certains militants, comme par exemple Ouenzen Coulibaly, avaient toujours ce langage et ce comportement. Par exemple, en 1957, lorsqu'il est devenu vice-président du Conseil, il a écrit dans une lettre à des jeunes, à Salfo Albert Balima, qu'il voulait prendre dans son cabinet, en disant ceci: contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous allons le plus tôt que prévu à l'indépendance. Ensuite, la fédération que nous appelons de nos voeux ne va jamais voir le jour, parce que les pays riches ne vont jamais vouloir partager avec les pays pauvres. Mais je fais confiance à notre peuple, le peuple voltaïque qui est courageux et travailleur, pour relever les défis qui se présentent à nous. Vous voyez un peu? Exact. Et au fond, même, quelque part, parfois, disait que Ouenzen ne le suivait pas toujours. Il a même eu à dire que, à décrire les difficultés qu'il a eues pour convaincre Ouenzen de la justesse de la loi cadre. Bon. Ouenzen, à partir des enquêtes que j'ai faites, il disait que non, lui, il ne parlait pas dehors, il ne parlait pas de manière ouverte et publique, pour ne pas gêner l'unité du mouvement. Mais à un moment donné, est-ce que s'il avait vécu longtemps, cette unité allait demeurer? Je ne sais pas, c'est une question. Vous savez, avec des chiffres. Vous avez parlé également du décès de Nazi Boni, oui, qui a porté aussi un coup un peu dur. Oui, au PRA. Au PRA. Mais ce que les gens oublient, c'est que le PRA, lorsqu'il était créé, a été créé par le MDV de Gérard Kango, par le MPA de Nazi Boni et par le PCMA de Joseph Konombo. Et le premier président du PRA ici était Gérard Kango. Les gens ne voient Gérard Kango que comme RDA, c'est pas vrai. C'est plus tard. C'est plus tard, en octobre 59, que Gérard va adhérer au RDA. Je parle dedans, par exemple, des positions, de prise de position de Gérard Kango en tant que président du PRA. Des bagarres que le PRA et le RDA ont eues. Il faut rétablir quelque peu les choses, c'est tout. Oui. Moi, de par mon éducation, j'ai évité de répondre aux vieux, parce qu'on m'a toujours appris, un jeune ne répond jamais aux vieux. Et c'est là où je reproche à la télévision. Lorsqu'il y a eu la dédicace sur le RDA, le vieux a parlé. Moi, en tant que son fils, je ne pouvais pas répondre. Il y avait le vieux Abdoulaye Konaté qui a répliqué, parce que Abdoulaye Konaté est un des premiers militants, il a dirigé même la jeunesse RDA. Malheureusement, la télévision n'a pas passé le témoignage de Abdoulaye Konaté. Non, on a passé que celle de Gérard. Et c'est là que j'ai dit non, de 2 poids 2 mesures. Si vous recherchez encore les archives, si vous en avez, vous pouvez trouver. On va rechercher, voilà. On reviendra. Et finalement, ce que vous déplorez dans le livre, le RDA, le PRA meurt dans les années 80 et quitte la scène politique même pratiquement. Mais c'est même pas pratiquement. Puisque sur la Troisième République, les critères d'existence d'un parti, c'était les 3 partis qui avaient eu le plus de voix, le plus de députés, le plus de suffrages aux élections législatives. Il n'y avait que 3.
le RDA, l'UNDD et le MLN. Le MLN, en fait, l'UPV. Le PRA n'avait eu que 6 députés, il a été de se fondre au RDA. Et une partie du PRA s'était déjà fondue au MLN pour faire l'UPV. C'est après, Joe et Derdonwa se fondre avec l'UPV pour donner le FPV. On nous signale que l'heure qui nous est impartie est arrivée, mais on va juste terminer par cette leçon que vous décrivez formidablement dans le livre, l'histoire de la section voltaïque, qui est pour vous une source d'inspiration et pour les jeunes générations aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand on veut faire de la politique, il faut avoir de la consistance idéologique, il faut avoir une base en tant que telle. Non, pour faire il faut avoir de la conviction et s'en tenir au principe. Et donc la jeunesse doit pouvoir tirer leçon. Les jeunes doivent pouvoir tirer leçon de l'histoire de notre pays, des différents partis politiques qui ont existé, pour justement jouer son rôle et assumer son rôle de génération. Domba Jean-Marc Palma, merci d'être venu nous présenter ces 2 formidables ouvrages, Maurice Yamiogo, Blaise Compaoré, Un destin croisé, préfacé d'ailleurs par Moumouni Chérif Si, oui. L'ancien président du CNT, CNT. Et puis le parti du regroupement africain PRA, la section voltaïque de la période de 1958 à 1980. Donc à sa disparition. Voilà. Merci d'être venu et on vous recevra les prochaines fois pour parler d'histoire. Merci. Actuellement, je suis en train de terminer le MLN et le PAI. Parce que qui ont été des partis aussi qui, vers la fin de la colonisation, ont marqué l'histoire politique de notre pays. Il me faut terminer donc ce cycle avec le PAI et le MLN. Donc des échanges intéressants en vue. J'espère. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.